Bonjour, bienvenue à la formation Manager et Leader Agile. Nous allons passer la journée ensemble. Je suis votre formateur, Gérard Réus, et nous serons un groupe de 10 personnes. Je vais vous présenter très rapidement le sommaire, c'est-à-dire l'agenda de la journée, avec cette partie d'accueil que vous avez pu profiter de l'accueil café. Je vais vous faire une introduction sur le déroulement de la journée, de la formation, différentes étapes et l'agenda. Et ensuite, j'attaquerai sur une partie théorique sur le management 3.0, le management agile. Et nous poursuivrons sur des ateliers et nous finirons par une synthèse. Donc, pour avancer sur l'agenda, je vais d'abord vous présenter les objectifs de la journée. Il y a 4 objectifs. Le premier est l'adoption de l'esprit manager 3.0, c'est le rôle du manager des organisations agiles. Je vous ferai à peu près 20 minutes de théorie sur le management 3.0. Deuxième point concerne le développement de l'intelligence collective, c'est-à-dire le développement d'un système avec les spécificités de chacun et le développement de l'apprentissage en équipe. Le troisième point concerne l'organisation de son équipe en mode agile. Il s'agit de mettre en place un système collaboratif et organiser son équipe en motivant et en déléguant. Et le dernier point, le dernier objectif, c'est le déploiement d'une démarche d'amélioration continue, c'est-à-dire le découpage de la complexité et la mise en place d'un processus de test and learn. Voilà pour les objectifs. Comment va se passer en termes d'activité pédagogique cette journée? Elle sera principalement cette formation sera traitée par des éléments pratiques, des quiz, des ateliers, des jeux. Vous avez déjà eu précédemment un certain nombre d'informations que je vous avais transmises pour vous faire un peu une idée du management et du leadership agile à travers quelques vidéos et quelques articles sur Internet. À la suite de cette formation, je compléterai par un ensemble également de podcasts, d'articles et de références de contenus à lire principalement sur Internet à travers des MOOC ou des webinaires. Voilà pour ce qui est un peu du déroulement de la journée, en tout cas des types d'activités sur lesquelles on va travailler. Un petit agenda de la journée qui va être réparti d'abord par une partie théorique sur le management 3.0 et après une matinée après-midi, et chaque matinée, chaque partie demi-journée sera découpée en 2 parties et qui va être composée essentiellement d'une petite partie théorique et ensuite quiz, atelier, jeu, atelier pour pratiquer tout ce que nous allons voir, l'agilité, la co-construction, la délégation et l'amélioration continue. Voilà pour ce qui est, nous pensons, après une synthèse collective de la journée, je pense que nous pourrons finir vers 18 heures. Dans le cadre de la formation, quelques rappels ou quelques informations sur comment va se passer cette formation. D'abord, comme ce va être principalement des ateliers, donc on pourra aménager la salle et utiliser un peu tous les espaces, à la fois des tables, et les aménager un peu comme on veut, mais aussi utiliser les murs, puisqu'on va utiliser des post-it, des posters, des canvas qui nous vont permettre de travailler en intelligence collective, également des jeux de cartes, qu'on pourra pratiquer effectivement en table en atelier, des quiz, et également j'utiliserai quelques projections PowerPoint pour, en partie, à chaque fois qu'il y aura un point théorique à développer. Sur le rythme de la journée, je vous ai précisé au début qu'il y aurait beaucoup de pratiques, mais lors de ces pratiques, il y aura des petites évaluations, des évaluations principalement des auto-évaluations, quelques pauses qu'on pourra ajuster en fonction de comment on avance, et à chaque demi-journée, en fin de matinée, en fin d'après-midi, on fera un bilan d'étape. Et ensuite, un cadre relationnel dans lequel chacun pourra se reconnaître. Premièrement, la confidentialité, c'est-à-dire ce que l'on fait ensemble reste ensemble, ça permet à chacun de se livrer un peu plus. En termes d'ordre, on respecte les horaires, on respecte les processus qui sont mis en place d'un commun accord. On respecte aussi les personnes, on est dans un esprit de bienveillance évidemment.
on garde un peu de distance, on parle surtout de faits et moins de personnes, d'organisation, de faits et moins de personnes, qu'on reste dans un mode collectif et moins de personnes. Une écoute active, on laisse parler les autres, on ne coupe pas la parole, chacun prend la parole de façon bienveillante. Et après, un élément qui est est-ce qu'on va trop vite ou pas assez? On peut stopper des processus si vraiment on ne se sent pas à l'aise, on n'a pas assez approfondi. Donc tout ça est très souple et très élastique, mais dans un esprit quand même de respect des processus, des horaires et de la personne. Voilà pour ce qui est du cadre de la formation. Et je souhaite, voilà, si vous n'avez pas de questions pour l'instant, je vais directement attaquer sur la profession de manager 3.0 et vous décrire, me lancer dans cette partie théorique du management agile en entreprise. Le management 3.0, alors on pourrait dire d'où ça vient. Alors, je vais vous décrire quelques éléments d'où vient ce management 3.0. Le 3.0 vient du fait qu'au départ, certains ont conceptualisé les managements parce que les nouvelles technologies arrivaient, et donc le management 1.0, 2.0, 3.0, on parle aujourd'hui du management 4.0, mais on va pour l'instant approfondir le management 3.0 qui commence à être fortement pratiqué. Le management 1.0, c'est le management directif, la vision de Taylor, avec une organisation pyramidale et la communication descendante, les ordres et les collaborateurs exécutent avec une forte propension à l'utilisation des outils. Donc le manager est plus comme un mécanicien qui fait tourner la machine. Voilà pour ce qui est du management 1.0. Donc ce management est pratiquement totalement disparu. Et on est plus dans un management 2.0, 3.0 aujourd'hui, dû par le type de personnes qui le pratiquent. Les générations X sont les personnes qui sont entre 40 et 60 ans, qui ont aujourd'hui l'autorité et qui sont les dirigeants d'aujourd'hui. Il reste une organisation pyramidale, mais là, il y a la prise en compte du collaborateur, il y a une communication beaucoup plus transversale. On est plus dans le lean, c'est-à-dire dans la gestion des ressources et de la rentabilité. Et effectivement, le manager est plus vu comme un enquêteur, c'est-à-dire c'est lui qui va chercher les éléments qui vont permettre d'améliorer le processus et d'améliorer la performance. Donc on est plus dans une attitude d'enquêteur. Le management 3.0, c'est typiquement le management collaboratif, c'est une vision de Jürgen Appelo qui a conceptualisé le management 3.0. C'est typiquement un management agile avec les techniques d'agilité d'aujourd'hui. La génération Y est directement concernée. Donc, ce sont des personnes entre 25 et 40 ans qui sont en train de prendre, qui deviennent les dirigeants d'aujourd'hui, qui commencent à l'être. L'entreprise est vue comme une entreprise plutôt holacratique, sociocratique, c'est-à-dire où il y a la division de l'autorité, je l'ai écrit, les responsabilisations et les individus sont beaucoup plus responsabilités, il y a une auto-organisation, donc on est vraiment dans le partage, dans la collaboration, la communication un peu dans tous les sens, et on est sur la gestion des valeurs ajoutées. Le manager est plus vu effectivement comme un jardinier, c'est-à-dire celui qui va faire grandir les collaborateurs dans un système, dans une organisation qui va être auto-gérée, où chacun sera responsable dans l'idéal et que les managers pourront déléguer facilement à des individus qui seront totalement responsables. Donc on est dans une position de jardinier, de celui qui cultive et qui fait grandir les collaborateurs tout en contrôlant le système. Voilà pour le management 3.0 et sa conceptualisation par rapport au management 1.0 et 2.0. Pour ce qui est du management 3.0, on a vu dans le partage d'autorité, est-ce qu'on doit contrôler ou pas contrôler? Donc la justification on doit plutôt contrôler, c'est tout simplement parce qu'on est dans des systèmes de plus en plus complexes et que le manager ne peut pas tout posséder, toute l'information et toutes les informations pour des prises de décision dans ces systèmes très complexes.
Donc l'objectif est de dire, comme on ne peut pas le faire, et on peut plus, le manager ne peut plus tout contrôler, on va distribuer la prise de décision entre tous. Et c'est le cadre du management 3.0, c'est le manager ne peut pas tout contrôler, donc il va déléguer, mais contrôler un macro-contrôle, et les micro-contrôles seront délégués aux collaborateurs. Voilà pour ce qui est du concept et du fait qu'on se trouve dans des systèmes complexes et que la prise de décision ne peut plus être concentrée sur une seule personne. Donc la structure du management adaptable, Jürgen Appelo l'a conceptualisé en 6 points. Il a créé un monstre qui s'appelle Marty avec 6 visions, 6 yeux que je vais décrire de façon très synthétique. En commençant par le point 1 qui est comment dynamiser les personnes. Alors, le manager doit amener ses collaborateurs, comme je l'ai écrit, à rester créatifs et motivés. Et comment va-t-il faire? Ben, tout simplement, il va utiliser tout un ensemble d'outils qui sont dans le domaine de la créativité des serious games, et en particulier dans le domaine de la motivation, un jeu qui a été créé par Jürgen Appelo qui s'appelle Moving Motivator, qui permet d'identifier les facteurs de motivation qui sont des facteurs de motivation interne à la personne, non pas externe. On voit qu'on parle d'honneur, on parle de statut, on parle de maîtrise de soi, du pouvoir, donc il y a certaines qui sont liées aux valeurs de la personne. Et cet outil permet au manager d'identifier ces facteurs de motivation et de pouvoir les utiliser dans la motivation des collaborateurs. Donc ça, c'est le premier point qui concerne la dimension des collaborateurs. Le deuxième, c'est la responsabilisation. Alors, on parle de responsabilisation, effectivement, comme je l'ai vu, donc présenté dans contrôle et non-contrôle, ou contrôle ou pas contrôlé, c'est comment gérer la complicité. Et la solution, la principale solution, c'est responsabiliser les personnes par la délégation. Donc, déléguer ça aux collaborateurs des tâches, des projets, ça permet d'avoir des meilleures décisions, puisque le collaborateur est beaucoup plus impliqué et beaucoup plus dans le détail de la tâche ou du projet, et est certainement capable de prendre de meilleures décisions que le manager, qui a une vision un peu plus macro. Et la responsabilisation par la délégation peut être traitée par un autre jeu qui a été créé par Jürgen Appelo, qui s'appelle Délégation Poker, c'est-à-dire qu'il n'y a pas juste je délègue, il y a des finesses dans des niveaux de délégation qui sont au nombre de 7. Donc qui partent de je vous dis ce qu'il faut faire jusqu'à je vous délègue et vous vous débrouillez complètement par rapport au projet. Je souhaite à peine être informé, je vous ai totalement confiance, vous êtes totalement responsable du projet. Et entre le 1 et le 7, il y a certains niveaux de délégation de poker. Ça fera l'objet d'un atelier dont je vous parlerai tout à l'heure. Le troisième point, c'est l'alignement des contraintes. Alors, l'alignement des contraintes sert effectivement à faire que le système fonctionne. C'est-à-dire, le manager doit prendre ses 3 responsabilités, qui est de développer l'auto-organisation, c'est-à-dire donner aux collaborateurs la possibilité, il accompagne les collaborateurs dans la prise en compte de leur autonomie, de leur responsabilité, du fait qu'ils puissent travailler ensemble. Il protège les collaborateurs, à la fois des conflits et des contraintes externes ou des conflits qui peuvent être externes ou internes. Il peut y avoir des conflits dans l'équipe, donc le manager doit les régler. Il peut y avoir des conflits avec des opérateurs externes, à la fois le client comme des sous-traitants, comme des intervenants externes. Et le manager est là pour que son équipe, ses équipes fonctionnent en toute sérénité. Et donc il a ce rôle de protéger les personnes et de faire en sorte qu'ils travaillent de façon sereine et qu'ils ne soient pas perturbés par tout un ensemble d'événements qui pourraient être externes ou des événements externes, et il a son rôle est aussi de les gérer. Et le troisième point, c'est de définir, dont je l'ai écrit, les frontières et le cap, c'est-à-dire avoir une vision macro, ne pas rentrer trop dans les détails, laisser les collaborateurs responsables. S'ils rentrent dans les détails, évidemment, les collaborateurs se sentent beaucoup moins responsables.
Donc, le manager 3.0 doit donner le cap à son équipe, à ses équipes, donner le cadre dans lequel ils vont travailler et les accompagner, les protéger et les accompagner dans leur autogestion. Voilà ce qui est concerne le point 3 du management 3.0. Le point 4, c'est le développement des compétences, et donc c'est aider les collaborateurs, c'est le côté jardinier dont on a vu tout à l'heure, c'est aider les gens à grandir, et les aider à grandir, c'est les aider à acquérir des compétences, des nouvelles compétences, et développer les compétences, c'est aider les collaborateurs à atteindre leur objectif. Donc principalement, il a découpé ce développement des compétences en 7 points, prenant l'autodiscipline, qui est un élément essentiel dans l'acquisition des compétences. On dit que la discipline plus le savoir-faire, c'est une formule qui permet d'avoir la meilleure acquisition des compétences. Le coaching, le rôle du manager, effectivement, d'accompagner ses collaborateurs dans ce processus d'acquisition des compétences. Il a plutôt un rôle d'accompagner, pas de réellement de négociateur, mais d'accompagnateur, de discussion et de prise en compte des besoins des collaborateurs de façon assez fine. Le point 3, qui est l'aspect certification, qui concerne plus comment évaluer et comment matérialiser que les personnes ont bien acquis ces compétences et qui peuvent aller jusqu'à la certification. Là, il y a une certification externe qui non plus interne, mais qui va être par des organismes tout à fait indépendants. Le quatrième point, c'est l'échange entre pairs, c'est-à-dire on peut apprendre à travers des experts, à travers de l'auto-formation, mais également les échanges avec les pairs permettent de gagner du temps, puisqu'il y a certaines personnes qui ont déjà acquis un certain nombre ou mis en place un certain nombre de processus, et pourquoi pas les partager, les utiliser, mais aussi dans son évaluation, c'est-à-dire d'être capable de dire et de discuter avec une autre personne. Oui, cette personne est expert, je vais discuter avec elle, je vais voir quel est mon niveau par rapport à ce référentiel. Donc les échanges entre pairs sont très importants, et le manager est là pour organiser tous ces échanges. La mise à disposition d'outils collaboratifs, donc ça fait partie massivement du manifeste agile, c'est-à-dire l'utilisation des outils de façon assez intensive. L'aspect contrôle, le 6e point, qui est la supervision d'inspection, c'est-à-dire on est dans un processus d'amélioration continue, donc on doit à un moment checker, on doit contrôler, on doit superviser, on doit inspecter pour pouvoir déterminer à quel point on en est et pouvoir proposer des améliorations dans le processus d'amélioration continue. Le contrôle est très important. Et en fait, le dernier point, le 7e point, qui est le management, qui est un management un petit peu particulier, puisque on va travailler dans une organisation, dans un système qui va être auto-organisé et qui va pouvoir elle-même, en tout cas cette organisation, cette équipe, pouvoir déterminer quels sont ses standards, quels sont ses niveaux de qualité, par exemple, qui vont être produites. Et ça, c'est l'équipe est capable de se déterminer à quel niveau de qualité elle-même, de s'auto-contrôler et dire le niveau qualité demandé par le client, et nous on considère que c'est celui-là, et le manager est là pour accompagner, non pas pour décider quel est le niveau de qualité, c'est l'équipe qui va les déterminer. Il va aider à répliquer ce qui fonctionne, et bien être vigilant sur ces aspects de qu'est-ce qui fonctionne dans l'équipe, et à ce moment-là, est-ce qu'on peut le répliquer, est-ce qu'on peut l'utiliser dans d'autres organisations, dans d'autres équipes. Faire des petits pas, c'est le processus d'amélioration continue, plutôt que de faire des gros projets ou des grosses tâches, de faire plutôt des petites tâches pour les gérer et les tester rapidement, c'est le test and learn. C'est avoir beaucoup de feedback des équipes, et des feedbacks surtout positifs qui permettent d'avancer, de faire des propositions constructives. C'est une vision 360, c'est-à-dire pas seulement le retour de l'équipe, mais le retour de son environnement, les retours de son environnement. Aussi accepter qu'il y ait des compétences faibles, comme il peut y avoir des compétences fortes. Un collaborateur ne peut pas être bon partout, et donc le manager doit être conscient qu'il doit accepter qu'un collaborateur peut être faible sur un sujet et très fort sur un autre. C'est une vision un peu différente du management.
Et ensuite, il doit avoir conscience qu'il doit évaluer les savoir-faire et les résultats plus que les savoirs. Donc, voilà un peu la vision du management dans le développement des compétences pour ce point 4. Je passe au point 5 maintenant, qui est le développement d'une structure qui va être auto-organisée, mais qui va nécessiter, puisque cette structure, le manager n'est pas là pour transmettre les informations, il doit mettre en place les bons canaux de communication qui vont permettre aux collaborateurs et à son environnement de communiquer. Donc ça fait partie du rôle du manager. Et surtout, comme je disais un peu tout à l'heure, précédemment, c'est pour que la structure se développe, pour qu'elle grandisse, il va utiliser la réplication, éventuellement l'élargissement de l'équipe, c'est-à-dire grossir les équipes, mais par expérience, il a été dit que les équipes d'environ 5 personnes étaient les mieux organisées et les plus agiles. Et donc, plutôt qu'élargir et de faire grossir les équipes, plutôt de faire des petites équipes qui fonctionnent et qui s'auto-alimentent et voilà, ce qui marche d'un côté va être utilisé pour une autre équipe et va accompagner la réplication des structures plutôt que d'élargir les structures. Voilà pour le 5e point. Et le 6e point, évidemment, c'est l'amélioration du tout. On est dans le processus de l'amélioration continue, qui veut dire adaptation, exploration, anticipation, c'est-à-dire l'équipe est capable de s'adapter avec des cycles relativement courts, avoir une bonne taille de cycle de travail pour lequel on puisse s'adapter assez rapidement, pas trop court, pas trop long. Si c'est trop long, on a une vision, une sorte de position de tunnel, hein, on ne voit plus rien et on verra les choses très très loin là, au bout du tunnel et on aura du mal à s'adapter. Et faire un cycle trop court, on va être constamment dans l'adaptation, on va perdre du temps. Le fait d'avoir des cycles de bonne taille permet à la fois de pas trop perdre du temps dans la répétition, mais aussi de pouvoir s'adapter assez rapidement. Mais aussi avoir un état d'esprit d'expérimentation, d'exploration de nouvelles solutions. Hein. C'est ce cycle, dire maintenant que j'ai checké dans le cycle PDCA, plan, do, check et act, une fois que j'ai checké, je suis capable d'agir et d'apporter, j'ai expérimenté, d'apporter des améliorations et d'avoir un peu d'anticipation, c'est-à-dire l'équipe doit être proactive en disant, chaque fois que j'ai établi un cycle, comment je peux apporter des améliorations et les intégrer dans mon nouveau processus. Voilà pour ce qui est de la présentation globale du management 3.0 avec ses 6 aspects. Et pour aller un peu plus loin, donc cette synthèse a été faite à partir d'éléments, les sources qui m'ont permis de faire ça, cette présentation, cette synthèse, sont le livre de Jürgen Appelo, qui est en langue anglaise, hein, sur le management 3.0, qui est la référence du management agile en entreprise. Mais aussi, il existe beaucoup de MOOC ou de présentations qui sont sur Internet en langue française. Je me suis basé sur une présentation également de Cécile Auré sur SlideShare, qui présente de façon un peu plus détaillée le management 3.0, une synthèse du livre, mais quand même assez fournie, qui permet d'aller un peu plus loin si vous souhaitez approfondir le sujet du management 3.0. Voilà pour ce qui est de la présentation théorique sur le management 3.0. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait passer à une mise en pratique, puisque la formation est basée sur 80% de mise en pratique. Donc, j'ai choisi un atelier qui est l'atelier dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est la délégation de poker, qui permet de mettre en place une responsabilisation des collaborateurs par délégation, qui est le point 2 du monstre Marty, que présentait le monstre Marty, le point 2, responsabilisation des équipes. C'est un jeu de cartes qui a été créé par Jürgen Appelo, donc l'auteur du livre Management 3.0. Ce livre, juste petite présentation du livre, il est très pratique, c'est-à-dire il y a beaucoup d'outils qui permettent de mettre en place ces 6 aspects du management 3.0, et le délégation de poker est un de ces jeux qui permet d'être très opérationnel pour un manager, de mettre en place un système de quel est le niveau de délégation que je veux
proposer à mes collaborateurs pour tel projet, pour telle tâche. Alors, comment se présente le jeu? Bon, c'est un jeu de cartes qui comprend 7 niveaux de délégation. Je vous en présente rapidement les 7 niveaux. Le premier qui est j'annonce, je donne les instructions directement. C'est un management très classique et hiérarchique. Hein. Il y a une délégation, c'est un ordre. Donc il y a peu de responsabilisation là-dedans. J'annonce et je décide, j'annonce et vous exécutez. Le deuxième aspect, c'est un petit peu plus, je vends et j'essaie de convaincre la personne que la décision que j'ai prise est la bonne pour l'organisation. Le troisième niveau, c'est la consultation. Je consulte avant de prendre décision, mais c'est quand même moi qui décide en tant que manager. Le quatrième niveau, et je me mets d'accord, c'est un niveau équilibré entre on négocie, on trouve un compromis avec les collaborateurs dans la délégation que je souhaite lui donner. Le cinquième point est je conseille, mais c'est les collaborateurs ou le collaborateur qui décide. Le sixième point, c'est j'informe, je suis informé de leur décision, donc je n'ai pas participé à la décision, je n'ai même pas conseillé, ils ont décidé. Le deuxième point, c'est la délégation totale, je délègue complètement, je suis à peine informé de ce qui se passe, mais sur le résultat. Donc voilà toutes les délégations. Alors comment se passe le jeu? Le jeu est alors, la présentation des règles, et puisque nous sommes 10, on va faire 2 groupes de 5 personnes. Hein. Vous êtes 4 directeurs de département et 6 experts spécialistes de l'ingénierie. On va répartir 2 directeurs de département, chefs de département dans chaque groupe, et après les 6 autres personnes, vous partagez dans les groupes, comme ça sera un peu plus équilibré. Je vous distribuerai un jeu de cartes par personne, hein, de 7 cartes, qui vous permettra d'être actif sur l'atelier. Et on va à peu près jouer une demi-heure. Bon, j'ai prévu dans l'agenda 60 minutes, ce qui laisse un peu de temps pour les discussions, les partages. On va travailler sur 10 histoires, chaque groupe, et bon, le jeu peut être entre une demi-heure, 3 quarts d'heure en fonction des discussions, ce qui nous permettra de faire une synthèse par ailleurs. Alors, le jeu se passe comment? On choisit une histoire, on raconte une histoire. C'est soit une histoire que vous avez racontée, soit je vais vous proposer une liste d'histoires dans laquelle vous pouvez piocher, hein, une liste qui est assez longue, qui vous permet de choisir dans cette liste les 10 histoires qui sont nécessaires pour aboutir, pour réaliser le jeu. À chaque histoire, vous allez choisir une carte dans votre jeu, hein, qui reflète le niveau de délégation que vous pensez être adapté à l'histoire et celui que vous voulez donner à votre collaborateur ou vos collaborateurs. Vous montrez ensuite la carte que vous avez choisie aux autres membres de l'équipe ou 4 autres personnes de votre groupe. Et ensuite, vous allez réaliser des échanges et vous allez justifier pourquoi vous avez choisi ce niveau. Alors, on va commencer par les extrêmes. Si personne met un niveau 7 et un niveau 1, on va d'abord travailler sur les extrêmes. Pourquoi chaque personne a choisi un niveau 7, un niveau 1? C'est un écart important pour une même tâche. Qu'est-ce qui justifie? Et ensuite, on va travailler ensemble sur les différentes cartes et trouver un compromis et un niveau de délégation qui soit commun à l'équipe. Et on va faire ça 10 fois, ce qui nous permettra d'avoir une bonne utilisation de ce jeu de cartes au bout d'une dizaine d'histoires. Voilà pour la réalisation du jeu. Alors, je vous présente une histoire qui vous permettra de voir comment ça va se passer. Si vous souhaitez faire participer les membres de l'équipe dans le recrutement de l'embauche de nouveaux collaborateurs, quel niveau d'autorité leur donnerez-vous sur les décisions concernant différents candidats? Donc voilà l'histoire, et voilà ma demande qui est quel niveau d'autorité, quelle carte allez-vous choisir parmi le jeu de cette carte pour ce qui est de cette histoire, quel niveau de délégation vous souhaitez donner dans le recrutement, dans le processus de recrutement, d'embauche de nouveaux collaborateurs de votre équipe. Voilà l'histoire, et nous allons commencer, mais avant, si vous avez des questions à la fois sur la partie théorique et éventuellement comment va se passer le jeu, je suis à votre écoute.